Alors, qu'est-ce que Lacan attendait de son enseignement et qu'est-ce que nous en attendons? Voilà la question à laquelle nous allons nous coller ce matin avec les collègues et avec vous, parce que la discussion sera ouverte et souhaitée, comme vous avez commencé à comprendre depuis hier. Lacan a toujours dit, au long de ses 26 années de séminaire, ça a été rappelé hier, qu'il a toujours fait son enseignement de la place, de la position de l'analysant, ce qui veut dire qu'il prenait le risque de sa parole et que ce n'était pas une place de maîtrise. Mais on peut aussi se poser la question si celui qui sera enseigné sera davantage celui qui a pris la parole que celui qui est venu ou qui s'attendait à y trouver un savoir constitué, prêt à consommer. Il attendait, oui, qu'on puisse passer par ses signifiants, ses mathèmes, ses nœuds, mais pour s'en servir. Et s'en servir, ça implique quand même davantage la possibilité d'inventer, de réinventer la psychanalyse pour qu'elle puisse durer, comme il nous a dit dans les journées sur la transmission, et qu'elle puisse rester aussi une pratique subversive. À toi, Jean-Paul. Lacan n'est jamais ennuyeux. Il peut être difficile, n'est-ce pas ? Il peut paraître obscur au premier abord, mais il n'est jamais ennuyeux. Et je me suis demandé pourquoi, alors qu'il y a des auteurs passionnants, comme je ne sais pas qui, Agamben par exemple, qui peuvent être ennuyeux. Je crois que ça tient au rapport, on l'a déjà dit hier évidemment, que Lacan entretient avec le réel. Si on parle de l'enseignement de Lacan, on est obligé d'en parler à l'intérieur même du système de Lacan, c'est-à-dire avec les 4 discours. Et la question se pose de 2 manières. D'une part, quel est l'enseignement ? Comment se fait l'effet enseignant dans chaque discours ? Il ne faut pas voir l'enseignement comme une espèce de transmission, comme ça, quelque chose qui serait donné d'un sujet sachant à un autre sujet sachant. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un effet enseignant plutôt. C'est que l'enseignant, il faut l'entendre plutôt comme un adjectif que comme un substantif. Stéphane, oui. Longtemps après sa mort, enfin 40 ans à peu près, il reste analyste fondamentalement, c'est-à-dire que non seulement on ne s'ennuie pas à le lire, on peut être découragé par la difficulté, c'est un problème aujourd'hui bien sûr pour beaucoup de jeunes collègues ou d'étudiants qui l'abordent, mais on ne s'ennuie assurément pas. Et c'est, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles, sans doute on y reviendra, son enseignement est si... cet enseignement de Lacan analyste, avec ce style qui est le sien, justement, qui ne supporte pas l'ennui. C'est pour ça, je pense qu'il suscite toujours après de tels effets de rejet. Il se rend facilement insupportable, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce qu'il attend, il appelle chez celui à qui il s'adresse une réponse qui ne peut pas être une réponse livresque ou justement du style que disait à l'instant Jean-Paul, universitaire. Comment j'ai rencontré pour ma part l'enseignement de Lacan ? C'était il y a longtemps, j'étais encore étudiant et j'étais dans un pays lointain et j'étais dans une bibliothèque française. Et j'étais encombré, bon, ça c'était ma névrose qui m'avait conduit dans cette situation, j'étais encombré avec beaucoup d'énoncés. D'ailleurs, on peut dire en passant qu'une névrose, ou même une psychose, c'est une façon dont on est encombré, parfois sans issue, avec des énoncés. Enfin, en tout cas, pour moi, j'étais en peine avec pas mal d'énoncés. Puis je me promène dans la bibliothèque, puis je tombe sur Lacan, que je ne connaissais pas, et je vois, écrit sur la tranche, « Le moi dans la théorie de Freud et ça ». Je prends le bouquin, je vais à la première page, et je vois, je m'en souviens encore de l'effet que ça m'a fait, « Bonjour, mes bons amis, alors on se retrouve ».
Moi, j'étais dans la situation de préparer la grecque de philo. Je me suis dit, mais ça m'a stupéfait. Mais c'est qui ce type qui parle comme ça? Bonjour mes bons amis, alors on se retrouve. Et puis j'ai commencé à lire. Et je me rappelle très bien, mais vraiment comme si c'était hier, l'effet de stupéfaction. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui parle. Cette agréable surprise ne m'a ensuite jamais quitté à la lecture de Lacan, c'est-à-dire tout ce poids de langage mort qu'on trimballe, qu'on le veuille ou non, avec soi. Marc. Oui, merci. Lacan se soucie beaucoup de la transmission de la psychanalyse. Il avait même dit en conclusion de journée sur la transmission, il a dit il n'y a pas de transmission de psychanalyse. Chacun doit la réinventer à son niveau. Par contre, il pensait que, ce qui était curieux, c'est que le poids de sa personne et de sa voix était un obstacle à la transmission de la psychanalyse. C'est très curieux. C'est-à-dire que la part de transfert qui existe dans tout enseignement, bien, il considérait que c'était un obstacle. C'est-à-dire il y a une façon d'être... je comprends les choses comme ça. C'est-à-dire il y a une façon d'être séduit par le bonhomme, par la voix, qui peut faire passer n'importe quoi au niveau sur le plan du réel. Alors, je vais vous dire comment ça s'est transmis pour moi. Si ça s'est transmis, j'espère. C'est pas à moi de le dire, c'est à mes patients et à mes collègues. Alors, je suis tombé sur Lacan très, très tôt, dans l'adolescence. Et je me suis soigné avec Lacan, avant même de le rencontrer. Et donc, c'était une transmission par l'écrit. Les écrits m'ont absolument fasciné. Alors qu'il n'y avait pas ce rapport transférentiel réel. Et puis, j'ai été voir Lacan et je lui ai dit que je voulais faire une analyse avec lui. Voilà comment ça s'est transmis, la psychanalyse. C'est-à-dire le fait de me heurter d'emblée au réel de ce que je m'autorisais à prétendre. Me payer Lacan. Et en m'organisant pour que ce soit impossible. Voilà comment ça s'est transmis, la psychanalyse. C'est-à-dire de mettre l'autre au pied du réel. Est-il possible d'enseigner le discours analytique à quelqu'un qui se situe dans un autre discours? C'est évidemment une question très importante, mais la réciproque est vraie. Est-ce que les analystes sont prêts à se laisser enseigner par des collègues un peu lointains, comme le faisait Lacan, qui sont dans d'autres discours, dans d'autres systèmes de véridiction, qui se réfèrent à d'autres concepts? Et comment maintenons-nous cette pratique de nous laisser enseigner par d'autres? Et voilà, donc la question est bidirectionnelle et je la trouve importante pour notre association. Au fond, j'ai envie de vous faire deux invitations. Et toutes les deux concernent le pays d'où je viens, c'est-à-dire la Belgique.
et plus particulièrement Bruxelles. Parce qu'il y a la première invitation, c'est une invitation qui va prendre corps, j'espère beaucoup, pour commémorer le 50e anniversaire de l'avenue de Lacan à l'Université catholique de Louvain en 72. C'est comme ça, vous dites. Et cette intervention commence par cette déclaration de Lacan. N'attendez pas de moi une conférence. Je fais un enseignement. Et il n'en dit pas plus. Et donc de venir interroger comment il est possible de faire un enseignement qui ne soit pas de l'ordre de la conférence. Hein? Voilà. Et non seulement est-ce possible, mais essayer d'argumenter, si faire se peut, combien l'enjeu de cette affaire-là. L'enjeu, pas seulement pour la psychanalyse, mais pour la dimension, enfin pour la vie de la société comme telle. L'importance qu'un enseignement de la psychanalyse, entendu comme vous l'avez très bien, enfin, je trouve, cette question du réel, quoi. Enfin, cette interrogation sur la question d'un réel, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein. Voilà, pour que cela soit pris en compte, pas seulement par les psychanalystes dans leur petite tour de Babel, si j'ose dire, mais aussi pour la société comme telle. Dans cette réunion préparatoire, on avait parlé de l'enthousiasme dont Jean-Paul Beaumont a reparlé. Et c'est une question qui m'est restée. Je me dis, tiens, comment entendre cette affaire-là d'enthousiasme à la rencontre qui peut surgir, à la rencontre même de la clinique, y compris dans les moments les plus délicats, dans les moments même de butée, dans les moments de difficulté. Est-ce que l'enthousiasme là serait à lire comme l'écriture de quelque chose qui se noue dans le transfert entre un dire et quelque chose qui bute contre un impossible à dire? Quand ça ennuie, ça cloche. Ça m'énerve, ça cloche. Alors soit je vais trouver quelque chose pour que ça arrête de clocher, soit je vais trouver réjouissant que ça cloche. Et moi, il me semble que ce que les collègues ici ont pu dire ce matin, c'est que c'est réjouissant quand Lacan nous fait entendre que ça cloche, parce que ça invite à inventer subjectivement, d'y aller de son désir. Et donc, est-ce que c'est pas ça qui... Donc ça invite à nouer les choses à partir de la division, de l'énigme, à partir de ça cloche, ça m'ennuie. Parce que dans l'ennui, je trouve, il y a quand même justement quand vous vous ennuyez, vous éprouvez votre corps comme, comment dire, meurtri par quelque chose de mort, justement. Et c'est pour ça qu'un enfant qui a à sa disposition des ressources du langage, eh ben, il a de quoi répondre à l'ennui. Il y a des enfants qui ont moins de quoi répondre à l'ennui. Et l'ennui peut rejoindre très vite l'angoisse quand réellement on ne sait pas quoi faire de ce réel du corps et qu'il s'impose là au premier plan. Il y avait une autre chose à propos de ma première consultation chez Lacan. On s'asseyait sur une petite chaise, et lui en face, bien tout près, et bien les yeux dans les yeux. Et il y avait le téléphone par terre, avec un fil très long, qui était tout embrouillé. Alors, pendant l'entretien, le téléphone se met à sonner. Il me dit « Donnez-moi ça ». Il prend le combiné et il fait je
je ne sais plus ce qu'il a dit. Et il referme le combiné, il le repose sur son socle. Et la séance était terminée. Il me dit « Passez ». J'avais les pieds emberlificotés dans ce fil immense. Et il me dit « Mais passez ». Alors voilà, j'ai réussi à me dépêtrer. Ça a mis du temps, mais... Lacan disait à la fois qu'il n'y avait pas de transmission, et il semble bien que la transmission soit la question de la transmission soit très importante pour lui. Moi, je voudrais défendre ce que dit Lacan quand il dit qu'il n'y a pas de transmission. Parce que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. La transmission suppose qu'il y a un sujet, et le sujet après, à qui il a été transmis quelque chose. C'est-à-dire, ça laisse l'impression que c'est le même sujet. Si on dit enseignement, c'est parce que il y a eu un effet d'enseignement à propos chez le sujet qui s'est déplacé. Ce n'est plus le même sujet. C'est pour ça que la transmission suppose une espèce de passage comme ça, une intersubjectivité contre laquelle va Lacan. En fait, on passe de enseignement à transmission sans vraiment distinguer les deux. C'est pour ça qu'on peut dire que Lacan a été très préoccupé par la transmission. Mais en fait, c'est plutôt l'enseignement, le terme. C'est au collège de Lally. Il y a quelque chose du discours du psychanalyste qui passe et où ça vient faire enseignement parce que c'est un poil différent de l'EPHEP que je connais mal, mais où, dans des petits groupes, c'est une espèce de cartel soutenu, de cartel, dans des petits groupes, on peut travailler ensemble un même texte et faire l'expérience que chez un autre, il y a quelque chose qui va faire problème, qui n'a pas fait problème du tout pour nous, et qui, en fait, ça aurait dû nous faire problème. Ou alors que vraiment, on a glissé dessus et que ce n'était pas un souci qu'on glisse dessus, et que des choses sur lesquelles on bute, ça ne pose pas de problème. Et ça, c'est un truc qui est... Où est-ce qu'on peut faire l'expérience de ça ? Dans quel lieu, dans quel endroit ? Pas à l'université, très difficilement à l'université, quelle que soit la texture dans l'enseignement qui est donné à l'université. Et donc ça a eu une valeur pour moi, mais invraisemblable je sais pas, à la fois peut-être de localiser ce qu'il en est du réel. Ce qu'il en est du réel pour tout un chacun, comment chacun va l'écrire, l'accrocher. Et que ça inscrit un travail d'une manière formidable dans une association, dans un groupe. Surtout quand ensuite on arrive, est-ce que ce groupe, il est là pour... il est là, institué, et il répond pas. Il répond en ne répondant pas, et il permet l'inscription de son travail. On en avait beaucoup parlé avec Angela à ce moment-là, c'est que qu'est-ce qui fait groupe ? C'est un trou. Oui, c'était une remarque peut-être un peu complexe, mais à partir surtout de ce que Marc a eu la générosité de partager avec nous par rapport à cette première séance. Première séance, comme pour chacun, beaucoup de choses se sont déjà jouées, elles étaient déjà là d'emblée. Et j'essaie d'attraper quelque chose pour prolonger ce que j'avais voulu partager hier, par rapport, sans le nommer, ou peut-être que je l'ai nommé, par rapport à l'étranger. Par rapport à ces fils qui étaient là, par terre, je pense qu'aujourd'hui, dans aucun de nos cabinets, nos patients n'ont cette chance, entre guillemets, de trouver ces fils qui relient un appareil à une prise. Et pourtant, sans fil, ces fils sont toujours là. Il y a quelque chose, justement, et je fais le lien, puisqu'il s'agit de fils, avec la fondation de notre association. Une fondation, peut-être que ça va être un peu polémique, je pense que je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais les fondateurs, ceux qui ont fondé, ont été une première génération, où ils étaient tous d'une même génération, tous autour d'un enseignement, d'une filiation aussi, par rapport à Lacan. Aujourd'hui,
nous fêtons une quarantaine qui risque d'être une quarantaine au sens d'enfermement si nous ne réalisons pas que nous avons une autre génération. Une autre génération qui est là et qui, comme l'étranger, parce que nous savons que l'étranger est très important, ce n'est pas seulement le fait que nous avons des copains et des collègues dans beaucoup d'autres pays, mais l'étranger en tant qu'altérité. Non pas comme l'obsessionnel, justement, qui ne reconnaît pas, comme le Moïse de Freud, que son père est un étranger. Nous avons tous affaire à l'étranger. Et donc, cette nouvelle génération se heurte d'une autre manière. Il y a un réel, comme pour les autres langues, qui n'est pas là de la même manière, qu'on n'a pas abordé de la même manière. Donc, je voulais simplement soulever ça. Et peut-être je termine en reprenant ce que disait Alexandre à l'instant. Oui, comment vais-je m'autoriser? Et pas seulement M', mais dans le sens aussi d'un moteur. Hein, nous sommes aussi des engrenages et nous avons intérêt à nous articuler, à nous mordre mutuellement dans le bon sens pour que ça transmette quelque chose d'un mouvement. C'est juste ça. Merci. J'ai enseigné par une pratique aussi qui a été très formatrice pour moi en tant qu'analyste. J'étais enseignée par ma pratique de traducteur, de traductrice de Lacan. Et je voulais vous dire un mot là-dessus parce que ça m'a mis d'emblée face à cette question de la transmission possible et impossible de Lacan, dont il a été question là. C'est la question du Lacan traducteur de Freud, parce que ça aussi, ça a à voir avec tout ce qu'on est en train de dire ici, et quelles incidences ça a eu. Je me suis toujours posé la question de savoir si Lacan aurait lu Freud de la même façon, s'il n'était pas dans cette position de traducteur et même de traduiteur, c'est-à-dire il y a quelque chose de lui, traduire, n'est-ce pas? Si l'allemand avait été sa langue maternelle, s'il n'avait pas été obligé de passer par cette langue autre de l'autre. Et Lacan était un traducteur littéral dans le sens de la lettre, un traducteur, je disais, qui n'hésitait pas du tout à faire preuve d'invention d'écriture, pour faire entendre l'équivocité du signifiant. Et là, je voulais vous prendre un exemple. C'est la traduction de l'Ombewusst de Lacan. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, il va raconter comment est-ce qu'il a fait cette traduction. Il dit, répétez, supposez que quelqu'un entende 66 fois les mots Ombewusst avec une oreille française. Donc, c'est l'homophonie que le guide et il propose une bévue. Alors, c'est quelque chose d'assez formidable parce qu'il réussit à faire valoir la lettre, les signifiants et les sens. Il travaille avec l'homophonie signifiante pour écrire autre chose. Il part de l'oralité du texte, il travaille les signifiants dans sa littéralité et en même temps, il conceptualise. Et c'est ça qui est formidable parce que il explose la traduction au niveau du sens. C'est une traduction qui est critique, inconscient-conscient, dans les deux langues, mais c'est une traduction qui va plus loin. Hier, on a parlé d'aller au-delà de l'inconscient. C'est une traduction qui va plus loin. Ce n'est pas la même chose de dire inconscient que de dire une bévue, n'est-ce pas? Merci. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre façon d'aborder le désir de Lacan durant ce week-end parce qu'il y a dans votre parole, il y a un témoignage. Et je pense que l'enseignement, il doit passer par là, c'est-à-dire mouiller sa chemise, c'est-à-dire dire de là où on est et comment on a rencontré Lacan. Bon, moi, je ne l'ai jamais rencontré, pourtant j'ai l'impression de l'avoir rencontré. Et c'est pas dans ses écrits, parce que j'étais complètement perdue à l'époque, ça fait presque 40 ans, 37 ans, disons. Et j'étais dans une angoisse terrible et perdue. Et j'ai cherché, bien sûr, et j'ai trouvé une vidéo, la vidéo de télévision. Et si des gens ne connaissent pas, eh bien, allez-y voir.
parce que vous avez là la parole de Lacan avec sa théâtralisation et la façon notamment dont il parle de la mort. Parce que c'est une façon qui m'a complètement surprise. Hein. Et cette rencontre du réel, je l'ai eue à ce moment-là. Et je pense que l'enseignement de Lacan, c'est par là que ça doit passer. Merci beaucoup. C'est vrai que Lacan, de toutes les façons possibles, nous invite à mettre du nôtre. Il dit il faut mettre du sien, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut rester là-dessus pour cette matinée qui a été prolongée. Je m'excuse. Et rendez-vous cet après-midi à 14h30.